Bonjour à tous. On arrive à la fin de cette mini-série et on va voir si je suis un homme politique qui fait ses propres questions et qui répond pas non plus, ou est-ce que je réponds à la question. Bon, on verra, mais normalement je devrais répondre quand même à la question. Jingle! Alors, c'était quoi déjà la question? Ah oui, l'Europe est-elle encore dans la course pour la souveraineté numérique? Bon, oui, on s'en rappelait de la question en fait, hein. Bon, alors, avant de répondre, promis, je vais répondre, hein, c'est une certitude, mais faut qu'on fasse un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu ensemble. Il faut qu'on essaye de regarder objectivement les faiblesses, les atouts, les qualités, et puis seulement à la fin, on pourra effectivement donner une réponse. On a des faiblesses qu'on ne doit pas ignorer. Et puis, faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, on a des talons d'Achille européens. Parmi ces talons d'Achille, il y a les problématiques de financement. Il y a quelque chose de très concret. Une start-up de la tech européenne, elle lève en moyenne 5 fois moins qu'aux USA à stade équivalent. Et ça, c'est un vrai problème. Notre président s'était exprimé plusieurs fois, hein, sur le fait qu'on n'avait pas suffisamment ou peu de fonds d'investissement et de structures financières qui soient capables d'accompagner sur 10-15 ans. Bon, moi je pense que c'est pas le fond du problème. La solution financière, c'est une question de risque. Et qu'à un moment, si on veut trouver en Europe des fonds qui veulent investir, on les trouvera. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est de voir tous les scale-up quand elles commencent à réussir. Je pense à Lucid, Blablacar, Spotify. Elles partent. Spotify, c'est coté à Wall Street. Mistral, si vous nous regardez, on vous a à l'œil quand même. Mais donc, ouais, effectivement, il y a un problème sur le financement des startups et puis la conservation des scale-up sur notre territoire. On a un énorme problème de fuite des cerveaux, mais je pense que c'est même pas que sur la tech, hein. Regardez dans le médical, en Pasteur par exemple, ou des choses comme ça, c'est le même phénomène. Tous les meilleurs doctorants en IA, on les fabrique chez nous, on les élève au grain, aux petits oignons, tout ça, on les prépare et tout, et hop, après, on se les fait voler par des Google, par des Meta, par des OpenAI, parce qu'ils sont capables de leur fournir des salaires. On peut même pas leur en vouloir. Enfin, à un moment, quand on voit les salaires qu'on leur propose, bah, je suis désolé, mais bon, même moi, on me propose un salaire comme ça, je suis parti le lendemain, hein. Il n'y a pas de problème. Et c'est terrible de se dire que l'Europe, elle forme des talents, et que ces talents, c'est les USA, c'est la Chine qui les capte. Alors en ce moment, c'est plus les USA qui les captent parce que c'est eux qui proposent le plus d'argent à tous ces chercheurs. On a la qualité de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue réglementaire, mais on a le défaut aussi. On a quelque part un carcan réglementaire. Il faut pas qu'on en arrive avec, par exemple, avec l'IA Act, à freiner l'innovation parce que c'est mal appliqué. Il faut pas qu'on ait les travers qu'on a pu avoir sur la RGPD, qui a été mal implémenté, instrumentalisé et finalement qui bloque un peu certains usages. Enfin, j'avais même parlé dans une vidéo d'un certain défaçage que ça avait provoqué sur une grosse partie du web. La compliance, elle coûte disproportionnellement cher aux petites structures. Effectivement, tout ce carcan réglementaire, une grosse entreprise, elle va avoir les ressources, les people qui vont bien pour gérer ça. La petite structure, elle, ça va être un vrai problème parce que elle peut pas monopoliser une personne pour porter ses sujets de compliance. Et pourtant, si elle le fait pas, eh ben, elle y arrive pas. On a notre problème de fond, pour la partie souveraineté numérique, c'est l'absence de cloud hyperscalaire compétitif. Il faut effectivement que nos acteurs européens, français, deviennent encore plus présents sur le marché, obtiennent des parts de marché plus importantes, peut-être fassent des coalitions, qu'on s'organise d'un point de vue européen pour renforcer nos acteurs majeurs sur le marché qui doivent devenir des acteurs majeurs mondiaux. Et il faut rivaliser avec les offres que peuvent proposer les GAFAM et les hyperscalers. Et enfin, on a le problème de fragmentation. 27 marchés, 24 langues, 27 réglementations nationales. Tant qu'on a des politiques
dans les États qui ont pour objectif d'avoir une approche nationaliste, souverainiste, nationaliste, on ne peut pas adresser toutes les problématiques qu'on a vues juste à présent. Et il ne peut pas y avoir 27 marchés numériques. Il ne faut pas qu'il y ait 27 marchés numériques. Il faut un marché européen et il faut que ce marché s'unifie. Et pour s'unifier, effectivement, ça passe par effectivement des partenariats, des joint ventures, des consortiums, tout ce qui fait qu'on va fournir en façade européenne des structures qui rivalisent avec les GAFAM, qui rivalisent avec les structures chinoises et américaines. On a de toute façon, et vous le voyez tous les jours dans vos journaux, dans la presse, dans votre quotidien, une menace géopolitique qui devient de plus en plus concrète, on voit des hyperstructures, des hyperpuissances qui sont gouvernées soit par des systèmes non démocratiques, quand on va plus du côté est, et puis un système qui est presque chaotique pour le moment, pour la partie ouest, mais il est chaotique et pour autant il nous fait très mal économiquement. Et on ne sait même pas comment tout ça va évoluer et comment ça va changer. Il y a plein de possibilités. On a un scénario, une tension USA-Europe. Si les USA appliquent le Cloud Act massivement sur les données européennes sensibles, recherche, défense, brevets industriels, l'Europe, elle a actuellement aucune possibilité de réponse opérationnelle immédiate. Donc effectivement, c'est pas incompréhensible le fait que pour le moment on ne durcit pas le discours parce que effectivement, tant qu'on est captif, durcir le discours, c'est prendre un risque stratégique, critique, économique, tous les trucs en I que vous pouvez y aller. On a un scénario 2. Moi, je pense pas qu'on arrive à ce genre de choses parce que, mine de rien, ce serait une déstabilisation des marchés internationaux massive et ce serait vraiment extrêmement, extrêmement problématique. Mais il y a une potentielle crise de Taïwan, TSMC qui fabrique 90% des puces avancées au monde, tout le plus bas niveau d'intégration. Un blocage du détroit de Taïwan, même sans aller sur une invasion, mais un blocage du détroit de Taïwan, ça stopperait la production de semi-conducteurs pendant 2 à 3 ans. On voit ce qui se passe actuellement autour de l'Iran, et de voir que finalement la sortie d'un conflit comme celui-ci, elle met forcément du temps, et un conflit à Taïwan aurait la même conséquence, elle mettrait autant de temps à se terminer. L'Europe est absolument pas prête, et c'est pour ça que l'European Chip Act de 2023, qui vise à 20% de production mondiale de puces avancées d'ici 2030, Intel à Magdebourg, TSMC à Dresde et ainsi de suite, est absolument essentiel. On a un troisième scénario, l'IA sous contrôle extraterritorial. Si les modèles d'IA critiques, justice, santé, défense sont hébergés sur des serveurs américains et soumis aux droits américains, finalement on y est déjà un petit peu sur ces scénarios, qui contrôle vraiment les décisions algorithmiques en Europe? Et vous l'avez bien compris, celui-ci encore moins que les autres, mais ces scénarios ne sont pas de la science-fiction. Ce sont des discussions qui sont très actuelles au Parlement européen, au Conseil de défense, qui sont probablement discutées en permanence au plus haut niveau des États et des structures de gouvernance de l'Europe. Alors, qu'est-ce que l'Europe doit faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que l'Europe est encore dans la course? On va y venir à la réponse, mais on va déjà regarder ce que l'Europe doit faire. Probablement, oui, vous le sentez, la réponse c'est oui, mais à condition d'assumer ses choix. Oui, l'Europe est dans la course. Je vais même le réaffirmer à la fin. Mais ce que l'Europe possède, vous l'avez compris, des bijoux, des fleurons, ASML, le monopole sur les machines EUV, avec un vrai potentiel de levier géopolitique, donc de réadresser, de traiter des problématiques, des scénarios qu'on a vus. On peut même positionner l'Europe comme un arbitre des situations qu'il pourrait y avoir entre la Chine et les USA. Un cadre réglementaire qui est le meilleur au monde, qui est le cadre réglementaire mondial, pour faire simple. Des champions, Mistral, restez champion européen s'il vous plaît, Hugging Face, AMI, des fondations open source solides, des avantages énergétiques incontestables
pour faire de l'IA à bas carbone et potentiellement aussi être le réceptacle de toutes les initiatives IA européennes. Risque 5, UV. Non, j'arrête, promis. Lourd, lourd. Linux, OpenStack, les communs numériques où l'Europe contribue massivement. J'insiste, l'open source. Quand on entend des discours qui disent que l'open source c'est un open source américain, révisez vos copies. Oui, il est hébergé aux États-Unis, mais enfin voilà, les projets stratégiques, rien ne nous empêche de faire des copies locales, rien ne nous empêche de faire des forks, rien ne nous empêche. Ça pose, on ne peut pas refermer l'écosystème open source aussi facilement que beaucoup le croient. C'est pas vrai. Qu'est-ce que l'Europe doit construire? Bon, très clairement, il faut faire mieux que Gaia X, il faut créer un cloud hyperscaler souverain compétitif, et il faut qu'il soit à la dimension européenne. Il faut renforcer les filières de semi-conducteurs et aller beaucoup plus loin que ce qui est actuellement en place, avec tenir le chemin de l'European Chips Act. Il faut mettre en place des mécanismes pour retenir les talents IA. Je suis super bien là, je suis en train de donner des il faut. Enfin, vous voyez bien qu'il n'y a rien de facile. Mais moi, mon objectif, c'était de donner, pour moi, ce qui était extrêmement important et de revenir sur tout ce que j'avais exposé pour dire tous ces chemins-là, s'il y a. Essayons individuellement de nous positionner ou collectivement de nous positionner sur chacun de ces chemins. Le but, c'est que pour parcourir un chemin, il faut connaître le chemin. Moi, mon chemin, vous le connaissez. C'est la culture de l'open source. C'est le chemin sur lequel je me suis positionné, sur lequel je fabrique le contenu de ma chaîne, c'est de montrer effectivement que je parle de tech, je parle d'IT, mais je parle de tech et d'IT dans un contexte bien particulier qui est celui du commun universel, de l'open source, de la capacité à pouvoir sécuriser dans le temps du savoir, de la matière logicielle, et du coup, la souveraineté, c'est ma conviction forte, la souveraineté, la seule clé possible à la souveraineté, c'est l'open source. Et par contre, effectivement, derrière, il faut donner des cadres économiques, il faut construire des modèles économiques, ça passe par la structuration des marchés, et effectivement, adresser la fragmentation des marchés européens, construire une Europe économique, mais pas uniquement un partenariat économique, mais une vraie structure fédérale économique, c'est ma conviction en tout cas, c'est indispensable, parce qu'il en va d'une volonté de recherche de polarité et de symétrie entre les différents pôles que peuvent être les États-Unis, la Chine. On voit la Russie qui en ce moment, pour le moment, se disloque plus qu'autre chose. C'est peut-être une bonne nouvelle. Après, potentiellement, il faut voir comment la Chine réagira derrière. Mais en tout cas, nous, notre responsabilité, c'est de construire une Europe. Et c'est déraisonnable de croire que le souverainisme nationaliste apporte des solutions. Il n'en apporte aucune. Il apporte plus de problèmes que ce qu'il prétend de façon rapide, et il apporte énormément de problèmes à long terme. Donc je vais conclure. Donc vous l'avez compris, hein, oui, l'Europe, elle est toujours dans la course. Si on s'évertue à penser et à croire le contraire, bah c'est pas la peine. Si vous sortez de ce cycle de vidéo, vous dites oh putain, tu nous as montré plein de trucs. Excusez-moi du petit gros mot, il est sorti tout seul. C'est la conviction. Tu nous as montré plein de points négatifs, tu nous as montré plein de problématiques, et puis au final, vous en tirez la conséquence que c'est perdu. Non, j'ai montré, j'ai pointé du doigt les problèmes, j'ai essayé de donner des axes qui sont pour moi importants, sur lesquels tout le monde doit chercher comment se positionner. Moi, je vous ai dit où je voulais me positionner. Voilà, je fais ce que j'ai choisi de faire avec ma chaîne YouTube, c'est de parler le plus concrètement d'open source et de la potentialité, de la puissance de l'open source. Maintenant, essayons de regarder un petit peu ma conclusion un peu traditionnelle. Donc, effectivement, la dépendance numérique, c'est un risque stratégique qu'on ne peut pas accepter d'un point de vue européen. Et c'est pas une posture idéologique que de vouloir sortir de cette dépendance. C'est du domaine de la gestion du risque pour chaque entreprise, mais au niveau des États, mais aussi, et c'est ça que je pointe du doigt là depuis tout à l'heure. En tant que citoyen, chacun doit se dire ce problème n'est pas acceptable. L'open source et les fondations de la souveraineté, c'est pas un gadget militant.
Linux, RISC-V, Kubernetes, Mistral, ce que produit Mistral, ce que va continuer à produire Mistral, et j'insiste, les communs numériques, ce sont les éléments, ce sont les briques qui vont permettre à l'Europe de ne pas repartir de zéro. L'avantage de tous ces communs numériques, c'est que ce sont des choses qui sont et qui resteront utilisables, et qui ne peuvent pas être mises en cause. C'est tout l'intérêt de l'open source. Si l'entreprise qui produit un logiciel propriétaire décide de ne plus le produire, c'est terminé. Si on a fait le choix d'une solution open source, oui, il va y avoir des problématiques pour la maintenir, pour la faire évoluer, mais on va pouvoir continuer à l'utiliser, on ne devra rien à personne à le faire. Par contre, on devra, d'un point de vue de la responsabilité, si on se lance dans le maintien de cette solution. Enfin, la souveraineté numérique, ça se construit par des actes et pas par des discours. Donc, une entreprise qui va faire le choix de choisir Nextcloud plutôt que Google Drive, Essner ou OVH Cloud ou les services des grosses entreprises françaises plutôt qu'AWS, Mistral plutôt qu'OpenAI, allez les gars, Mistral. C'est de la souveraineté concrète. C'est-à-dire effectivement, et si on réécoute ce qu'a dit notre ministre sur le sujet, je vais le relire aussi moi de mon côté. Oui, enfin voilà, il faut qu'on soit vigilant sur ce qui se fait et des partenariats et des accords qui se font. Mais on voit, il y a la nécessité dans les boards de pas mal de structures, de pas mal de fondations. On ne peut pas ne pas avoir les acteurs américains, on ne peut pas avoir les acteurs chinois parce qu'à un moment, c'est aussi comme ça qu'on peut faire de la régulation. La fonction de régulation européenne, elle passe forcément par le fait qu'il y a des partenariats internationaux. La stabilité d'un marché passe par la corrélation. Et c'est probablement ce qui se passe avec Mistral. Eh ben, merci à vous. J'espère que ce cycle de vidéos vous a plu. Vous l'avez compris, je vais aller probablement vers d'autres sujets très techniques autour de Kubernetes, des fondations autour de la CNCF. Je vais aller sur les sujets de TSMC, d'ASML. J'ai encore beaucoup de vidéos au programme. Là, j'ai un petit peu de temps pendant l'été pour en préparer d'autres, pour en réfléchir à de nouveaux sujets. Donc, abonnez-vous à Ultra Green et puis n'hésitez pas à communiquer si vous considérez que ce que je partage est pertinent et que vous êtes sensible aux messages qui sont passés sur la chaîne Ultra Green. Faites suivre et puis amenez d'autres personnes à découvrir ma chaîne. Au revoir!